Aujourd'hui au stupéfiant, Adam et Jimmy jouent aux aveugles, puis prennent un petit coup Qui traites-tu de sous? dans le but de tester une scène classique d'Hollywood. Un non-voyant peut-il vraiment conduire une voiture sans causer d'accident? Un véritable aveugle est en train de conduire une voiture. Ensuite, Carrie, Tori et Grant perfectionnent leur élan tout en démystifiant 3 mythes sur le golf. Nos chaussures peuvent-elles attirer la foudre? Un arbre est-il aussi impénétrable qu'on le pense? Tire à volonté! Et comme dans le film Caddyshack, Tu veux me tenir tête, petit rongeur? une explosion souterraine peut-elle faire tomber une balle dans un trou? Qui sont les stupéfiants? Adam Savage J'arrive pas à croire que c'est mon boulot. et Jimmy Heineman. C'était plutôt intense. Ensemble, ils cumulent plus de 30 ans d'expérience dans le métier des effets spéciaux. Voici leurs collègues. On a tué un ninja! Tori Bellucci, Bon, qu'est-ce qu'on fait? Grant Imahara On va finir en bouillie. et Carrie Byron. Des explosifs et de l'électricité? Ils ne font pas que documenter les légendes urbaines. Ils tentent de les démystifier. Qu'est-ce que tu fais? Je conduis en aveugle. Pourquoi? Parce que c'est notre prochain mythe. Tu parles de la scène de Parfum de femme. On dirait que tu lis dans mes pensées. Extraordinaire. Oui, c'est la scène où le personnage d'Al Pacino, qui joue un aveugle, réussit à conduire une voiture sport en se laissant guider par le passager. C'est ce qu'on doit mettre à l'épreuve. Oh, wow! Dans Parfum de femme, un non-voyant décide de faire une balade au volant d'une voiture sport. En suivant les instructions de son passager voyant et complètement terrifié, il réussit ce qui semblait impossible. Mais un tel travail d'équipe peut-il vraiment fonctionner? J'imagine que t'as un plan. Oui, et il est très simple. Il nous faut un bandeau, une voiture et une piste fermée sur laquelle on pourra conduire. Je mettrai le bandeau et j'irai là où tu me diras d'aller. On peut essayer chacun notre tour? Bien sûr. Je crois que c'est nécessaire qu'on tente tous les deux notre chance. Commençons sans attendre. Pour recréer cette technique de conduite hautement dangereuse, les stupéfiants se rendent dans une zone exempte de piétons. La sympathique équipe du Centre de cours de conduite de véhicules d'urgence du bureau du shérif du comté d'Alameda nous a prêté sa piste. Elle est complètement déserte. Je formerai des rues avec des cônes, ce qui nous permettra de tester le mythe. Jimmy sera le premier à tenir le rôle de non-voyant, alors Adam prépare le circuit sans lui. Notre cher moustachu n'aura pas l'avantage de connaître le trajet avant de commencer. En préparant le circuit pour notre conducteur aveugle, j'ai tenté d'inclure tous les obstacles qu'on voit dans le film. J'ai commencé par une longue section droite où il s'agira de bien s'orienter. Elle se termine par un virage serré à gauche. Tout de suite après, il y a un deuxième virage serré à gauche. Et j'ai ajouté un obstacle que Jimmy devra contourner. Ça devrait suffire pour mettre le conducteur aveugle à l'épreuve. Il ne reste qu'à présenter la voiture qui, pour ce test, vient avec des caméras, un moniteur de conduite prénommé Derek et un indispensable dispositif de sécurité. La voiture est munie d'une double commande qui permettra au moniteur d'appuyer sur ses propres freins et d'immobiliser le véhicule si je suis un peu trop téméraire. Voici un homme ébloui par la science. Quelle jolie couleur! Selon Jimmy, quelles parties du circuit seront problématiques? Évidemment, les lignes droites seront plus faciles. Les virages seront corsés car il faut savoir à quel moment et jusqu'où tourner. Ce sera pas facile. Prêt, chef? Oui, allons-y. Tout comme dans le film, Jimmy ne voit que du noir et dépend complètement des instructions d'Adam. Alors, voici mon rôle. Je serai carrément les yeux de Jamie. Je lui dicterai tous ses mouvements en espérant qu'il parcourt le trajet sans incident, même si c'est peu probable. D'après moi, il fera tomber plusieurs cônes. Hurrah! Démarrons le moteur.
Vas-y, Jamie, avance. Essaie de maintenir le cap. Un peu plus à gauche, un peu plus à gauche. Très bien. Après avoir roulé doucement le long de la ligne droite, les stupéfiants arrivent au premier tournant. On approche d'un virage. Tourne à gauche. Excellent. Ils le franchissent sans faire tomber de cône. Redresse le volant. Redresse le volant. Maintenant, accélère. Il faut accélérer. Mais ça se complique. Continue, continue. À droite, droite, à droite. Complètement à gauche. À droite, à droite. Soudain, la voiture ressemble à un Pac-Man mangeur de cônes. Encore plus à droite. À gauche. Encore plus. Maintenant à droite. Merveilleux. OK, arrête. Il nous faut un nouveau navigateur. Maîtriser le parcours s'est révélé plus difficile que ce qu'il croyait. Je me suis bien débrouillé. Je dois dire qu'ensemble, on a fait du beau travail pour contourner l'obstacle en boîte de carton. C'était parfait. Les virages étaient faciles, en fin de compte. C'est corriger la conduite en ligne droite qui était plus difficile. Voici la partie plus ratée. Comme deux copilotes mal assortis, Adam blâme Jimmy. Sa capacité à corriger sa trajectoire dans les lignes droites était assez déplorable. Même que parfois, il se trompait entre la gauche et la droite. Et Jimmy blâme Adam. Plus, ça ne veut pas dire grand-chose, vous comprenez? On devient vite mêlé et on peut facilement en faire trop ou pas assez. Si les gars ne se décident pas à travailler en équipe, ils seront finis. Grant, que fais-tu avec ce chandail? Tu prends ta retraite? Non, je ne prends pas ma retraite. Je me suis habillé en prévision de nos prochains mythes. Est-ce qu'il concerne les horreurs vestimentaires? Non. Comme les golfeurs sont plus de 60 millions, pas surprenant que notre site web ait été inondé de demandes pour qu'on teste des mythes sur le golf. Le premier mythe veut qu'un arbre soit composé de 90% d'espace vide. Oui, plusieurs golfeurs prétendent que si notre balle se retrouve derrière un arbre, il vaut mieux frapper la balle en direction du feuillage. Car comme il comprend 90% d'espace vide, on a 90% de chances de passer au travers. Bien, on a seulement besoin de balles et de bâtons de golf. On se place derrière un arbre et on vérifie combien de balles on peut frapper de l'autre côté. Ça me va. De loin, un arbre ressemble peut-être à un objet compact et impénétrable. Mais de plus près, on s'aperçoit que beaucoup d'espace sépare ses feuilles. L'espace vide est si important que certains golfeurs croient qu'on a 90% de chance de réussir son coup en frappant au travers. Pour savoir si ce mythe se tient, l'équipe file vers l'un des plus célèbres terrains de golf du monde. Bon, au travail. Est-ce que ma tenue est convenable? Que pourrait-on souhaiter de plus que de faire notre test au renommé Pebble Beach? Jack Nicklaus et Tiger Woods ont déjà joué ici. Et maintenant, c'est notre tour. Les responsables ne connaissent sûrement pas l'émission. On a notre terrain de classe internationale. Et nos vêtements de golf super chic? Oui. Il ne reste plus qu'à trouver un arbre. Et celui-ci devrait faire l'affaire. L'arbre qu'on a choisi se situe dans la moyenne. C'est aussi le genre d'arbre à travers duquel on tenterait de frapper notre balle parce que lorsqu'on le regarde, on voit la lumière entre les branches. On a donc tendance à croire qu'on pourrait passer de l'autre côté et se rendre au prochain trou. Quel est le programme, Tiger? Comme démarche initiale, chacun de nous va frapper 10 balles de golf en direction de l'arbre et on verra si elles passeront au travers. Et si 9 balles sur 10 se rendent de l'autre côté, on saura que le mythe est vrai. Puisque Torrey joue au golf depuis le secondaire, il est le premier à se lancer. C'est pathétique, mais je me retrouve souvent dans cette situation quand je joue au golf. Dès le premier coup, la balle traverse le feuillage sans problème. Vous avez vu? Beaucoup. Normalement, j'aurais frappé la balle vers l'allée. J'ai pris un raccourci. Mais le deuxième coup est brusquement interrompu. Cette balle-ci n'a pas franchi l'arbre. Après 2 coups, une balle a traversé et l'autre non. 8 autres coups plus tard, quel est le pointage final? 6 balles ont traversé l'arbre, 2 sont partis de façon cocasse et 2 autres ont rebondi vers nous. Autrement dit, pour Torrey, l'arbre contenait 60% d'espace vide. Carey fera-t-elle mieux? T'es sûr de vouloir rester là? Non. Carey apprend vite qu'au golf, même si le dernier coup était désastreux, le prochain le sera encore plus. Non. Des 10 balles frappées par Carey, une seule est allée en direction de l'arbre et elle a rasé le sol. Mais c'est tout de même mieux que la performance de Grant. Première prise! Bravo, Grant. Au golf, un coup où l'on rate la balle est appelé un coup de vent. Grant n'a vraiment pas le compas dans l'œil. Tu devrais te mettre au tennis.
Jusqu'à présent, notre trio a pelleté beaucoup de terre, mais il n'est pas prêt de trouver sa réponse. Ce n'était pas très scientifique. Parmi les 30 balles frappées, combien compte vraiment? Pas beaucoup. Il faudrait trouver un moyen d'envoyer les balles à une vitesse constante, puis de les diriger vers l'arbre pour effectuer un test valide. L'équipe doit absolument trouver une solution, car le mythe est encore loin d'être démystifié. Je réessaie. Lors du premier essai sur la piste fermée, Jimmy a conduit les yeux bandés tandis qu'Adam le dirigeait. Complètement à gauche. Et la communication s'est avérée désastreuse. À gauche. Encore plus. Maintenant à droite. OK, arrête. C'est le temps de changer de place. Et c'est parti. OK, vas-y, Adam. Ils connaissent un bon départ. Excellent. Tu te débrouilles bien. Mais les choses se gâtent rapidement. Virage serré à gauche. Oups, un peu trop. Redresse le volant. S'il s'agissait d'une vraie rue, Adam aurait grimpé sur le trottoir. Complètement à gauche. Redresse le volant. Encore. Et il serait dans le hall d'un immeuble à bureau. À droite. Droite. À gauche. OK, arrête. C'était très bon. Vraiment? Tu as été parfait. Tu n'as pas touché un seul cône. Apparemment, j'ai été très bon. Bon comme dans j'ai conduit comme un pied. En fait, j'attendrais la même chose d'un aveugle. Encore une fois, Jimmy croit que c'est la faute d'Adam. Adam a conduit comme je pensais qu'il le ferait en prenant le volant les yeux bandés, c'est-à-dire n'importe comment. Il n'est pas tout à fait en contrôle lorsqu'il conduit normalement, et ce n'est pas non plus le cas lorsqu'il joue un aveugle. Et Adam rejette le blâme sur Jimmy. Sincèrement, il a baissé les bras un peu trop vite. Droite. Dès la moitié du parcours, il s'est mis à faire gauche, droite. Franchement. Le mythe du conducteur aveugle semble de plus en plus faux. Mais une chose est confirmée. Le travail d'équipe est essentiel. La réussite repose sur le travail d'équipe. Ce n'est pas l'adresse du conducteur ou du navigateur qui compte, mais plutôt leur capacité à travailler ensemble. Et si on poussait l'expérience à l'extrême? Il nous faut un aveugle. Oui, personne n'admettra que le mythe est plausible avant qu'on ait assis un aveugle derrière le volant. Jouer au golf peut parfois être exaspérant. Et l'une des pires situations est lorsqu'on se retrouve coincé derrière un arbre. Pour vous sortir de cette jungle, l'équipe teste le mythe qui dit que lorsqu'un arbre nous bloque le chemin, on doit tenter de frapper la balle dans sa direction. Cette balle-ci n'a pas franchi l'arbre. Le principe est que même si l'arbre semble compact, 90% de son volume est composé de vide, ce qui signifie que la balle a 90% de chance de passer au travers. Jusqu'à maintenant, nos 3 golfeurs en herbe ont si mal performé qu'ils n'ont pas pu tester le mythe convenablement. Ils ont donc besoin d'un plan B. Pour mettre le mythe à l'épreuve comme il se doit, il faudra se retirer de l'équation. Il n'y a qu'une seule solution. On engage Tiger Woods. Non, encore mieux. On va construire un robot. On fabriquera une machine qui tirera des balles à la même vitesse et au même angle qu'un golfeur professionnel. On lancera un gros échantillon, soit 100 balles, pour voir si 90% d'entre elles traverseront l'arbre. Toi et tes robots, c'est ton bouton par défaut? Oui, je fais CTRL, ALT, supprimer, c'est la réponse qui s'impose. La devise de Grant est, dans le doute, construis un robot. Et il ne doute pas une seconde que son robot golfeur leur en donnera pour leur argent. Même Tiger Woods n'arriverait pas à frapper une balle de golf dans la même zone 100 fois de suite ou encore 200 fois de suite. Donc, je vais fabriquer un canon lanceur de balles. En utilisant de l'air comprimé, Grant espère projeter des balles dans le canon à la même vitesse qu'un vrai golfeur compétent le ferait. Une donnée que l'équipe a obtenue un peu plus tôt. Avant de quitter Pebble Beach, elle a rencontré le golfeur professionnel Laird Small afin d'analyser son élan de façon précise. Je suis Tory. Bienvenue au Spyglass Hill. Content de vous voir. À l'aide de la caméra grande vitesse, elle a déterminé qu'au moment où la balle s'éloigne du bâton, elle file à 240 km/h. Voilà la vitesse que Grant souhaite obtenir. Ça semble si facile. C'est un pro, après tout. On ne veut pas que le robot ait une force surhumaine qui l'avantagerait dans sa tâche. Il est temps de tester sa puissance. La pression est ajustée à 275 kPa. Here we go. In 3, 2, 1.
Et magie, la balle est projetée à 240 km/h, tout comme dans la réalité. On sait maintenant comment fabriquer des cylindres en mousse. Armés de leur machine et d'une impressionnante quantité de balles, Carey, Torrey et Grant retournent sur le parcours pour le grand tournoi des 90%. Je crois que c'est notre arbre. Le mythe veut qu'un arbre présente 90% d'espace vide, ce qui, en théorie, nous donne 9 chances sur 10 de réussir à lancer notre balle de l'autre côté. En théorie. Pour tester le mythe, comme de bons golfeurs scientifiques, l'équipe commencera par un essai de contrôle sans arbre. On veut savoir de quelle façon un arbre influence la distance d'une balle. Alors on tirera 100 balles dans un espace dépourvu d'arbres et 100 balles en direction d'un arbre pour comparer les distances. Fire it, Will. 3, 2, 1. Le coup est parfait, en plein sur le verre. Sans rater un seul coup, la machine de Grant nous épargne des années de contrariété à tenter de maîtriser les complexités de la montée, de la descente et du dégagé. Dernière balle, la 100e. Super! Ton canon joue comme un vrai golfeur. Un crochet vers la gauche. To the left. Et un crochet vers la droite. L'essai de contrôle est terminé. Sans arbre pour couper leur trajectoire, la plupart des balles jaunes ont atterri 150 mètres plus loin. Voyons jusqu'où le canon tirera avec un arbre dans le chemin. Cette fois, on utilise des balles roses. So, for this, Comme le mythe indique qu'un arbre comprend 90% d'espace vide, on doit vérifier si 90 des balles roses atteindront la même distance que les balles jaunes. has the yellow balls. Mais ce n'est pas tout. Après avoir analysé son adversaire en se tenant sur les lignes de côté, Torrey a décidé de se mesurer au robot de Grant en frappant les balles bleues. Quelles sont ses chances? Il s'agit du robot de Grant. Il est régulier, il frappe avec exactitude. Torrey n'a aucune chance de le battre. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Here we go. In 3, 2, 1. L'homme affronte la machine dans cette ultime épreuve de golf. Chacun d'eux doit frapper 100 balles en direction de l'arbre. Combien de balles traverseront l'obstacle? Est-ce que ce sera 90% comme le veut le mythe? 100 balles, c'est terminé. Il est temps de déterminer le vainqueur. Est-ce qu'il s'agit de Torrey, de la machine ou de l'arbre? En comptant les balles roses et bleues qui ont atteint la même distance que les balles jaunes, l'équipe peut calculer le pourcentage qui n'a pas été bloqué par l'arbre. 27. 27 balles ont traversé l'arbre. Donc 27%. Et 24% pour les roses. Environ un quart des balles a traversé l'arbre. Ça ne correspond pas aux 90% recherchés. Non, en effet. Avec un aussi faible pourcentage de balles s'étant faufilé au travers du feuillage, Carey a de mauvaises nouvelles pour le mythe. Selon le mythe, un arbre comprend 90% d'espace vide. On aurait dû obtenir 90 balles, mais seulement 25 sont passées. Donc le mythe est faux. Désolé de vous l'annoncer, mais j'ai battu la machine. C'est vrai. Tu as battu la machine. Tu as battu la machine, tu es meilleur qu'un robot. Adam et Jimmy testent le mythe selon lequel un non-voyant peut conduire un véhicule sans avoir d'accident si une personne voyante lui dit où aller. Apparemment, il suffit d'avoir un système. You grab me by the waist. If you want me to turn right, you squeeze on the right. Tu te débrouilles bien? En tentant l'exploit une première fois, ils ont repoussé les limites de la conduite imprudente. Maintenant, ils comptent atteindre de nouveaux sommets. On a réalisé que c'était pas assez. On doit mettre un vrai non-voyant au volant de la voiture et surtout, on doit augmenter les enjeux. Une piste fermée n'est pas l'idéal. Il nous faut de vraies rues. Les stupéfiants effectueront leurs essais sur une base militaire abandonnée située à une distance sécuritaire des quartiers habités. C'est un endroit incroyable. On y trouve des rues résidentielles totalement abandonnées. Et je dois vous avouer que ça donne la chair de poule. C'est un décor post-apocalyptique et je m'attends à voir une horde de zombies surgir d'un sous-sol d'un moment à l'autre. Quelle belle vue. On se sent chez soi. Notre duo a déniché le lieu idéal, mais aussi le conducteur idéal, Jerry. Salut, Jimmy. Content de te rencontrer. Pareillement. Alors, Jerry, tu es venu conduire une voiture pour nous? Absolument. Quelles sont les différentes sortes de cécité? Je sais qu'on peut être aveugle au sens de la loi selon la définition officielle et il y a aussi ceux qui ne voient absolument rien. Et toi? Pas de lumière, rien.
Excellent. Es-tu prêt à conduire? Oh oui. Jerry n'a pas froid aux yeux. Et heureusement, car cette promenade en banlieue ne sera pas de tout repos. On commence par une belle route droite, puis on entre dans une légère courbe. Ensuite, il y a un virage serré à droite, suivi d'un obstacle comme celui d'hier. Mais ce n'est pas fini. Il reste un dernier virage à droite avant de rejoindre la maison et on termine le trajet en se stationnant dans l'entrée. Voilà notre parcours. Évidemment, avec un véritable aveugle au volant, Jimmy est un peu nerveux. On a deux préoccupations. Je dois jouer mon rôle de navigateur, mais aussi, il faut voir si notre conducteur va paniquer au volant. Notre duo de conducteurs se rendra-t-il à la maison en toute sécurité ou aboutira-t-il dans la cour d'un voisin? Regardez-moi ça, l'aveugle qui conduit le chauve. Très drôle. Amusez-vous bien. Notre prochain mythe est vraiment électrisant. Tout à fait. Il concerne la foudre et les éclairs. C'est très inquiétant. Il paraît que si on joue au golf durant un orage et qu'on porte des chaussures à crampons en métal, on est plus susceptible de se faire frapper par la foudre. On sait que jouer au golf pendant un orage est vraiment dangereux. Mais le mythe ne parle pas de lever un bâton ou un parapluie dans les airs, ce qui est bien entendu une très mauvaise idée. Il s'agit plutôt de savoir si des crampons en métal fixés sous nos chaussures peuvent attirer les éclairs. Ce mythe ne vient pas de nulle part. Les golfeurs sont parfois frappés par la foudre car celle-ci est attirée par leurs bâtons de métal qui sont d'excellents conducteurs d'électricité. Mais les crampons en métal de leurs chaussures peuvent-ils également attirer les éclairs? Ce mythe est un peu problématique. Premièrement, il n'y a pas beaucoup d'orages à cette période de l'année. Et deuxièmement, c'est trop dangereux à filmer. L'équipe de tournage se ferait probablement frapper en premier et ce n'est pas ce qu'on souhaite, pas vrai? On est d'accord. Pour être sûr de ne blesser personne, on fabriquera 2 mannequins en gel balistique qui auront la même résistance électrique qu'un être humain. On mettra des crampons en plastique à l'un et des crampons en métal à l'autre. Puis on verra lequel sera foudroyé. Pour produire des éclairs, on se rendra dans une compagnie d'électricité qui possède des installations d'essai. On pourra placer nos golfeurs en gel balistique où l'on veut et voir si la foudre s'abattra sur eux. Bonne idée. Dans le but d'explorer ce mythe haute tension, Tori commence par modifier 2 mannequins. Golfeur en gel balistique. Sur tes crampons recevras-tu une décharge électrique? Pour les tests qui suivront, il est crucial que ces 2 doublures possèdent les mêmes propriétés électriques que le corps humain. On y arrivera en les remplissant d'un gel balistique spécial. Le gel balistique présentera la même résistance à l'électricité que le corps humain. Voilà. Ouais. C'est une licorne. Une fois prête, l'équipe part à la recherche d'éclairs. Le PG&E Technology Center est l'un des terrains de jeu préférés des stupéfiants. Mais même si de l'extérieur, il ressemble à une balle de golf géante, on n'y trouve aucune trace de gazon. Tout d'abord, Gary se renseigne sur les éclairs. Comment simulez-vous la foudre? La machine se sert d'un générateur caché dans la remise un peu plus loin pour créer de l'électricité à très haute tension qui circule jusqu'à la boule avant de se diriger vers la Terre. On ne doit pas plaisanter avec les éclairs. Alors voici un message important. Même nos équipes qui sont spécialement formées pour travailler dans des conditions extrêmement risquées savent que lorsqu'il y a des éclairs en vue, elles doivent se mettre à l'abri. Tout le monde devrait suivre leur exemple. On doit placer nos golfeurs à distance égale de ce point. Ensuite, on les équipera. L'un avec des crampons en plastique et l'autre avec des crampons en métal. Puis on verra où l'éclair ira. On va s'amuser. Tout d'abord, il faut préparer le terrain. Notre but est de reconstituer un parcours de golf. C'est pourquoi on a apporté ceci. C'est une feuille de cuivre. Et voici une pince. En attachant la pince à la feuille de cuivre, celle-ci sera connectée au sol du bâtiment. Et ainsi, on obtiendra la mise à la terre nécessaire pour effectuer notre test. Puisqu'il n'y a rien comme la sensation de l'herbe fraîche sous les pieds, l'équipe étend un tapis de gazon. C'est un terrain de golf génial. Ensuite, il y a du courant quelque part? Tori retire le sommet de la tête des mannequins ainsi que la plante de leurs pieds pour qu'au moment où ils seront touchés par l'éclair, l'électricité circule librement jusqu'au sol. Maintenant, il est temps de les équiper.
Comme on veut donner au mythe le plus de chances possibles de fonctionner, on s'est procuré des chaussures avec des semelles de cuir munies de crampons en métal, ce qui devrait nous offrir une bonne conductibilité. Pour obtenir un contraste évident, on a aussi des chaussures modernes avec des semelles de caoutchouc et des crampons en plastique. Une fois chaussés, les golfeurs s'installent sur le verre. C'est un golfeur très bien équipé. Je n'ai jamais vu un golfeur vêtu seulement de chaussures, mais je crois que ça me traumatiserait. Enfin, les mannequins sont placés à distance égale de la source d'éclairs. And this guy is at 46.5. Yeah! Great. Perfect's good enough for me. Oh non, il pleut. Qui sera foudroyé en premier? Jamie et Jerry, vous êtes prêts à partir? C'est un départ. Oui, on est prêt. Parfait. On part après vous. À vos marques, allez-y. Lâche le frein, on verra si on avance. Génial, c'est parfait. Jimmy a décidé de commencer en douceur. Excellent. Je crois que la meilleure technique est d'y aller graduellement. On va commencer lentement pour ensuite accélérer petit à petit. À droite. Parfait. Un véritable aveugle est en train de conduire une voiture. On voit pas ça tous les jours. Mis à part ce dernier détail, Jimmy et Jerry respectent toutes les règles de circulation. Ils arrivent maintenant à un virage en angle droit. Bon, très bien. Virage serré à droite. Redresse le volant. Après ce premier virage réussi, Jimmy prononce les mots que la compagnie d'assurance ne veut pas entendre. Augmente un peu ta vitesse. Oui, Jimmy demande à Jerry d'appuyer sur l'accélérateur. Un peu plus. Très bien. C'est une bonne vitesse. Il roule à 30 km/h. C'est du sérieux. Un peu plus vite. Roulant au-dessus de la limite permise dans les zones résidentielles, Jerry prend bel et bien de la vitesse. 55 km/h. Il contourne l'obstacle les doigts dans le nez. Mais la dernière épreuve pourrait être la plus difficile du test. Voici le dernier défi, le stationnement. Commence à freiner. Maintenant, vire complètement à gauche. Il semble que Jerry n'aura pas de contravention. Attention, stop. Tu as réussi. Pas de blessure, pas de collision, rien. C'était remarquable. Serre-moi la main, Jerry. T'as un talent naturel. J'avais un bon guide. Je crois que Jerry s'est mieux débrouillé que nous parce qu'il ne savait pas d'avance de quelle façon il voulait conduire. Ouais, il a suivi mes instructions à la lettre, alors c'était facile. Le fait que Jerry soit capable de conduire me renverse. On ne pouvait pas dire qu'il était aveugle en le regardant rouler sur le parcours. C'était incroyable. Et comment Jerry a perçu cette expérience? Les instructions de Jamie étaient très faciles à suivre. Il était très calme, très posé. Alors c'était facile de se laisser aller et de faire ce qu'il disait. Peut-on conclure que le mythe du conducteur aveugle est confirmé? D'après ce qu'on vient de vivre, je dirais que la scène du film est plausible. Il y a juste un petit problème. Il faut noter que notre balade était planifiée. Si on décide spontanément de faire la même chose en pleine ville, ça risque de se passer un peu différemment. Restez à l'écoute, car on ajoutera un dangereux élément au mythe. Jerry serait-il aussi efficace si Jamie n'était plus en pleine possession de ses moyens? Alors, Jerry, es-tu prêt à laisser Jamie te guider, même s'il est ivre? Bien sûr, à condition qu'il me laisse boire une gorgée après notre promenade. Fantastique! Dans le dôme du tonnerre, l'équipe a installé 2 mannequins en gel balistique à égale distance d'une source haute tension. La seule chose qui les différencie, l'un porte des crampons en métal et l'autre en plastique. Quel est le résultat recherché? Pour que le mythe soit vrai, on doit voir une tendance évidente des éclairs à frapper le mannequin chaussé de crampons en métal. Les mannequins ont assez attendu. Il est temps de lancer la foudre. Voici le moment de vérité. On en verra 10 éclairs. Les 2 mannequins sont identiques, sauf que l'un a des crampons en métal et l'autre en plastique. Très bien, c'est parti. Ça y est!
Le trio envoie 10 éclairs et compte le nombre reçu par chacun des golfeurs. Lequel des deux l'emportera? Après quelques minutes éprouvantes, on a enfin nos résultats. Pour notre premier essai, on avait 2 mannequins identiques en gel balistique situés à égale distance de notre source haute tension. On a pu observer une distribution plutôt égale du nombre de foudroiements, ce qui indique que porter des crampons en métal ne fait aucune différence. Les crampons en métal n'attirent pas la foudre. Le mythe est faux. Le mythe est faux. Le mythe est faux. Mais l'équipe n'a pas encore fait le tour de la question des crampons et des éclairs. Pour le prochain test, on va garnir notre golfeur aux crampons de métal, de chaînes, de montres, de clés, de monnaie et ainsi de suite pour voir s'il attirera plus d'éclairs. Pour s'assurer que le métal sera en contact avec le gel balistique, Tori perce des trous dans le moule en fibre de verre. Tous ces accessoires exerceront-ils une plus grande attraction? T'as enlevé ton appareil dentaire? Le golfeur rebelle est frappé plusieurs fois de suite, puis soudain... Cette fois, le golfeur décoré de métal a été foudroyé à 8 reprises, mais son adversaire de plastique a tout de même reçu 2 éclairs. Je commençais à croire que le mythe était vrai. Puis un des éclairs a frappé le golfeur au crampon en plastique. Le résultat est dans le même. Le mythe est faux. Partant orageux, porter des crampons en métal n'augmente pas les risques de se faire foudroyer. Mais qu'arrive-t-il si on tient un bâton? Vous avez sûrement remarqué que lorsqu'on prend notre élan, on se transforme en paratonnerre. Je vais donc accrocher ce bâton à notre golfeur et bientôt, on verra ce qui se produit si on est assez fou pour jouer au golf durant un orage. What a shocker! En moins d'une seconde, un seul éclair peut augmenter la température de l'air à plus de 30 000 degrés Celsius. Le cobaye fond littéralement sous la chaleur. Voilà pourquoi jouer au golf en plein orage n'est pas recommandé. Mais il faut le reconnaître, notre ami ne lâche pas prise facilement. Notre dernier mythe met en scène des rongeurs, des explosions et l'art du roulé. Tu parles de la dernière scène de Caddyshack? J'adore ce film. Oui, je vous décris la scène, c'est ma préférée. Le responsable de l'entretien du terrain est en train de devenir fou parce qu'un rongeur lui échappe sans cesse. Alors il décide de s'en débarrasser avec du C4. Il met des explosifs dans chacun des trous creusés par le rongeur afin de le faire sauter. Mais avant qu'il actionne le détonateur, 45 mètres plus loin, un golfeur s'apprête à faire entrer sa balle dans le trou. Il la frappe, mais celle-ci s'arrête juste sur le bord du trou. Ensuite, le responsable de l'entretien déclenche l'explosion, des flammes jaillissent, la moitié du terrain est détruit et la balle tombe dans le trou. On doit donc déterminer si le C4 peut causer ce genre de dommages. Et si oui, l'onde de choc est-elle assez forte pour faire tomber la balle dans le trou? Exactement. Ok, allons chercher des explosifs et retournons à Pebble Beach. Pas si vite. T'as déjà détruit la moitié du parcours avec ton élan de golf. Alors on nous a interdit d'y retourner. Il faudra trouver un autre endroit pour notre expérience. Désolé mon vieux, t'as besoin de t'exercer. Cette scène savoureuse nous montre 2 mythes pour le prix d'un. Premièrement, le C4 peut-il créer d'énormes boules de feu? Et deuxièmement, l'onde de choc de l'explosion peut-elle faire basculer une balle chancelante dans un trou? Pour lui servir de terrain de golf, l'équipe a déniché un champ idéal pour effectuer ses tests. Ceci est notre terrain de golf? Pas pour longtemps. Ouais. Super. Ce champ est très vaste et ressemble à un parcours de golf. Les rongeurs y ont creusé plein de trous et les propriétaires nous ont permis de faire sauter le terrain avec du C4. Formidable, non? Je vois un trou. Effectivement, on voit tout de suite en regardant le sol qu'un rongeur est passé par là. Oh mon Dieu, il y en a partout. Ce champ est parfait. Amis des animaux, soyez tranquilles. Ces galeries sont inhabitées. Dans cette zone, les rongeurs ont déjà été exterminés. Alors on ne risque pas de faire du mal à une petite bête. Disons que ceci est un simple terrain de golf conçu par des rongeurs. Avant d'explorer le monde de la fiction, On va bien s'éclater, pas vrai? l'équipe pétillante de curiosité sort un appareil utilisé par de vrais exterminateurs professionnels.
Les exterminateurs professionnels disposent de plusieurs outils pour travailler. Il y a les produits chimiques et les pièges, mais il y a aussi le Rodex 5000. Dégageant un mélange explosif d'oxygène et de propane, le Rodex 5000 fait frémir la population de rongeurs. Tu veux me tenir tête, petit rongeur? Dory insère la buse du redoutable instrument dans une des demeures désertées. Mais avant la déflagration, Grant a un avertissement important à faire. Heureusement qu'on est tous en pantalon, car le fabricant affirme que si le souffle de l'explosion se rend jusqu'à nous, la poussière peut remonter sous nos shorts. Vite, sauvons-nous! On libère le gaz? L'équipe libère le mélange de combustible dans le terrier. Ça fait 1 minute. Il y aura beaucoup de gaz. Après avoir rempli le réseau de tunnels, il est temps d'y mettre le feu. Ça y est, 2 minutes. Les valves sont fermées. Test des rongeurs, exterminateur commercial. Dans 3, 2, 1... Ouais! Regardez-moi ces dommages. Tout a explosé. Tout le tunnel s'est affaissé. Merveilleux. Merveilleux, sauf si vous êtes un rongeur. Mais éloignons-nous de la réalité, car on a 2 mythes cinématographiques à démystifier. Pour ce mythe sur le golf, on a 2 choses à vérifier qui nous viennent de la dernière scène de Caddyshack, un film culte américain. Tout d'abord, le C4 peut-il provoquer une explosion comme celle qu'on voit dans la scène? Et ensuite, la Terre peut-elle trembler au point de faire tomber la balle de golf qui vacille sur le bord du trou? 45 mètres dans cette direction. D'accord. En observant attentivement les images du film, nos scientifiques ont évalué la distance entre les explosifs et la balle à plus ou moins 45 mètres, soit environ 50 pas. On y est. Ils creusent donc un trou à cette distance et placent une balle en équilibre sur le rebord. On ne respire plus. Reste plus qu'à s'occuper des explosifs. Regardez qui arrive à l'instant. L'agent du FBI à la retraite, Frank Doyle. Bonjour, comment vas-tu? Bien. As-tu apporté les provisions? Oui, et ça vous plaira. Le responsable de l'entretien étant à bout de patience, Frank prend la relève en déposant délicatement des boules de C4 dans une série de trous. La quantité d'explosifs est telle que Grant est très confiant. Étant donné la quantité de C4 répartie dans ce champ, je crois qu'on a 50% de chance de voir la balle non pas tomber dans le trou, mais bien passer par-dessus et être projetée à l'autre bout du terrain. On a vraiment beaucoup de C4, alors je m'attends à un gros boom. Un gros boom, d'accord, mais y aura-t-il des flammes et un coup gagnant? Here we go. In 3, 2, 1. Bien que l'explosion était spectaculaire, une partie du mythe vient de s'envoler en fumée. La principale différence entre une vraie explosion créée avec du C4 dans des trous de rongeurs et celle que l'on voit dans le film, c'est le feu. Notre explosion n'a fait que projeter de la terre dans les airs. Autrement dit, la boule de feu du film était arrangée. Et que dire de la puissance de la déflagration? Au point d'explosion, les dégâts sont prometteurs. Regardez la taille de ces trous. Cette méthode d'extermination de rongeurs me semble très efficace. C'est aussi une bonne méthode d'extermination de terrain de golf. Sans aucun doute. C'est un cratère. Un immense cratère s'est formé au point d'explosion. Mais que s'est-il passé sur le verre? Great. Quelle belle explosion. Oh, elle n'est pas tombée dans le trou. Vous savez, ça me surprend pas. L'explosion était impressionnante, mais l'onde de choc n'était pas assez forte. J'étais sûre qu'elle tomberait. Où se situe ce mythe sur le golf? La balle n'est pas tombée et l'explosion n'a pas créé de boule de feu. Alors le mythe est faux. Faux. Adam et Jimmy ont prouvé que, comme dans Parfum de femme, un non-voyant peut conduire une voiture sans causer d'accident. Vire complètement à gauche. S'il se fait guider par une personne voyante. Tu as réussi. Ils veulent maintenant vérifier une histoire qui, elle, n'est pas tirée d'un film.
L'anecdote va comme suit. Un non-voyant s'est vraiment fait arrêter parce qu'il conduisait une voiture. Son ami qui avait trop bu lui avait demandé de conduire pour lui. Cette histoire provient d'Europe, où des policiers ont aperçu une voiture qui roulait du mauvais côté de la route. Ils ont découvert que le conducteur était aveugle et qu'il était dirigé par un ami en état d'ébriété. Pour tester ce fait divers qui a fait les manchettes, Jimmy jouera le rôle du navigateur ivre. Il est déjà tout rouge et légèrement agité. Je ne connais personne qui réagit à l'alcool comme lui. Son visage devient rouge, il ricane et il ne parle pas beaucoup. C'est très particulier. L'équipe doit s'assurer qu'il dépasse officiellement la limite. Je sais que c'est prévu, mais ce n'est pas rassurant. Non! Qu'avez-vous bu aujourd'hui? Tout ça. Tout ça? On doit lui faire passer le test. Des tests de sobriété sont nécessaires, à commencer par un exercice physique. Le doigt sur le nez. Ensuite, une analyse d'haleine. Continuez. La preuve est irréfutable. Jimmy Heineman est sous. Vous n'avez pas le droit de conduire. Merci. Pour le ramener sain et sauf à la maison, on compte sur Jerry, notre ami non-voyant aux nerfs d'acier. Attention au trottoir. On est dans l'entrée. Les effets de l'absorption d'alcool comprennent une diminution du temps de réaction et des facultés intellectuelles. Les indications de Jimmy seront elles aussi claires que lorsqu'il n'avait pas bu. Tout ce que j'ai à faire est de dire droite, gauche, plus lentement ou plus vite. Je pense que Jerry nous conduira à la maison très facilement. Voiture suiveuse au navigateur sous. Qui traites-tu dessous? Terminé. J'espère que t'es sous, sinon le test ne fonctionnera pas. Ouais, peut-être. D'accord, quand vous serez prêt, on vous suivra. Un des effets communs lorsqu'une personne est ivre est qu'elle se trouve plus drôle qu'elle ne l'est en réalité. Appuie à fond. Il sait qu'il ne doit pas m'écouter. Aussi, sa perception des événements Redresse le volant à droite, droite, droite. peut être très différente de celle d'un observateur à jeun. Je peux vous assurer qu'il zigzague beaucoup plus. Oh, il a rasé le trottoir. Virage serré à gauche. Les marques d'affection peuvent également se faire plus nombreuses Tu es tellement bon. et rendre les autres mal à l'aise. J'étais plus nerveux lorsque Jamie était sous. Il faisait beaucoup de renforcement positif et ce n'était pas aussi pertinent. Un peu à gauche. Mais retenons surtout qu'avec un coup dans le nez, Jimmy fait zigzaguer Jerry comme si c'était lui qui avait trinqué au Bourbon. Pour la première fois, Derek, le moniteur de conduite, doit aider Jerry à maîtriser la voiture. Je me sentais un peu moins en contrôle. À 2 reprises, Derek est intervenu. Une fois pour tourner le volant et une autre pour appuyer sur le frein. Attention, à droite. Mais les gars réussissent à se rendre dans l'entrée en un morceau. Tu m'as ramené à la maison alors que j'étais sous. Merci, Jerry. T'es mon meilleur ami. De rien, mon lapin. D'après ce qu'a pu constater Adam, les aptitudes de navigateur de Jimmy sont très différentes s'il a bu ou non. Tu zigzaguais constamment de droite à gauche. Tu ne corrigeais pas ta trajectoire aussi vite et si c'était un policier qui t'avait suivi, il t'aurait demandé de te ranger sur le bord de la route car il aurait cru que le conducteur était ivre. Je ne sais pas ce qui est pire, un conducteur aveugle ou un conducteur ivre. Si vous pensez que faire conduire un aveugle est une bonne solution, je vous recommande le taxi. Ouya! C'est fini les mythes sur l'alcool? Je ne me sens pas très bien. D'accord, je m'occupe de la conclusion. Je crois que sur la piste fermée, on a prouvé qu'avec un peu de pratique, il est possible de conduire les yeux bandés, pourvu qu'on reçoive de bonnes instructions. Notre ami aveugle, Jerry, s'est avéré un excellent conducteur. En effet, comme on a trouvé un cas réel où quelqu'un a été pris en flagrant délit, je dirais que le mythe est bel et bien vrai. C'est illégal, mais c'est possible. Le mythe est vrai.
Tu sais ce que j'ai trouvé le plus drôle dans ce test? Lorsque tu étais ivre, tes instructions ont amené Jerry à conduire comme s'il était lui-même ivre. Ça m'a vraiment surpris. Moi, je trouve que je me suis bien débrouillé. Évidemment, mais tu étais sous, c'est normal.